L'accès à la bourse s'élargit, désormais tout le monde peut jouer, il suffit d'avoir de l'argent. Et grâce aux ordinateurs et aux satellites, toutes les bourses du monde se connectent entre elles en temps réel. La finance se globalise, la bulle enfle, elle devient mondiale. Mine de rien, Maggie Thatcher force tous les gouvernements européens à suivre sa politique financière. Bien sûr, elle a adopté avec les autres chefs d'État l'acte unique, la création d'un grand marché européen prévu pour 1992. Mais dès 1990, avec Jacques Delors, les 12 décident d'abord et avant tout de libéraliser le marché de l'argent. Ils suppriment le contrôle d'échange et permettent aux capitaux de circuler sans entrave. On ne voit qu'elle en bleu sur la photo de famille. Madame Thatcher a gagné. La bulle est gonflée à bloc, les marchés financiers ont les mains totalement libres, ils vont bientôt montrer leur puissance. Car jusque-là, les 12 ont réussi à préserver une zone de stabilité entre leurs monnaies, le système monétaire européen, qui échappe encore à la spéculation. Plus pour longtemps. Septembre 92, les marchés financiers passent à l'attaque. Leur cible, la livre sterling et l'Angleterre. Le Premier ministre et son chancelier d'échiquier ont la mine piteuse. La livre ne résiste pas plus d'un jour, elle dévalue et sort du système monétaire européen. Pour les spéculateurs, le profit est énorme. L'un d'entre eux se vantera d'avoir gagné $1 milliard dans l'opération. Les ministres des Finances européens, sous le choc, tentent d'arrêter la débâcle. C'est inutile, les attaques spéculatives se répètent. La lire, la peseta, l'escudo, la livre irlandaise dévaluent tour à tour. Les marchés financiers veulent faire sauter la zone de stabilité d'échange en Europe. Et le 2 août 1993, Philippe Maystadt annonce que les monnaies européennes peuvent désormais varier entre elles de 15%, autant dire que le système est mort. Nous sommes convaincus qu'on va gagner. Oui, mais pour cette fois, c'est perdu. La dernière zone de résistance est tombée, la bulle est bourrée, les marchés financiers sont les nouveaux maîtres du monde. Vous savez que les possibilités technologiques modernes permettent de suivre l'activité financière d'une place boursière à l'autre. Lorsqu'il y en a une qui se ferme, il y en a une autre qui s'ouvre, et que donc en continu, 24 heures sur 24, quel que soit l'endroit du monde où on se trouve, on peut agir sur les marchés financiers, y placer, y déplacer des sommes considérables, puisque on évalue actuellement à 1500 milliards de dollars par jour le montant des sommes qui changent de main tous les jours. Donc c'est un truc absolument fabuleux. Et moins d'un cinquantième de cette somme sert en fait à régler des échanges internationaux, c'est-à-dire que l'essentiel de cette somme est purement spéculatif, c'est une activité de casino, il s'agit d'acheter et de vendre en essayant de réaliser le maximum de profit dans le minimum de délai. Au cœur de la bulle, dans les grandes places boursières de la planète, ce sont les mêmes gestes fébriles, les mêmes écrans qui défilent, les mêmes cris, les mêmes visages tendus. Quelques milliers de jeunes gens autour du monde passent leur journée pendus au téléphone, les yeux rivés sur les chiffres. Ils manipulent des indices, des produits financiers qui n'ont plus rien à voir avec la réalité économique. Ce sont des cocktails d'actions, de devises et de bons du trésor. Ils pèsent des milliards et peuvent changer de main instantanément. Mais les vrais maîtres du jeu sont plus discrets. 200 patrons tout au plus, 200 patrons des fonds mutuels d'investissement, de grandes banques, de compagnies d'assurance et surtout de fonds de pension américains et japonais. Les gérants de ces fonds de pension ont dans les mains plusieurs centaines de milliards de dollars. À New York, à Tokyo ou à Londres, ils sont quelques dizaines à donner les ordres, à créer les tendances, à décider des attaques. Les autres suivent presque toujours, leur logique est imparable. Ce sont des gestionnaires assez froids qui font des choix qui sont presque dictés par l'évidence des statistiques boursières et financières.
qui consiste à arbitrer en faveur du taux de profit maximum, seconde après seconde. Pourtant, ils sont sujets à des paniques soudaines, ils ont un comportement en chaîne, on dirait un peu qu'ils font tous la même chose. Oui, et il est très étrange de voir que des acteurs à ce point irrationnels soient en quelque sorte donnés en exemple à nos économies et à nos sociétés d'une gestion rationnelle de l'économie moderne, qu'ils en soient en tout cas les arbitres. Comportement irrationnel. Prenons l'exemple de la crise financière de l'hiver 94-95 au Mexique. Dans les années 90, le gouvernement mexicain lance une politique ultra-libérale. Il privatise, il signe des accords de libre-échange et émet des bons du trésor très attractifs. Le Mexique est devenu l'Eldorado des gestionnaires financiers. La bourse de Mexico, flambant neuve, s'active, mais la dette se creuse. Fin 1994, quelques investisseurs inquiets retirent leurs fonds. Quelques jours plus tard, tous les autres suivent. La bourse s'écroule, le scénario de 1929 semble se reproduire à la sauce mexicaine. Il a suffi finalement que le ministre de l'économie mexicaine prenne une décision qui a été considérée comme malheureuse par les marchés financiers, d'évaluer légèrement la monnaie nationale, pour que soudain des masses gigantesques financières, d'argent, quittent ce pays et la monnaie s'effondre, provoquant bien entendu à la fois une crise économique considérable, provoquant la peur d'une sorte de cascade de catastrophes financières en Amérique latine, et pour conduire le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'ensemble du G7 à lui venir en aide. 50 milliards de dollars, c'est la somme qu'il a fallu réunir pour sauver le Mexique. Le secrétaire américain au Trésor signe l'accord avec le ministre mexicain des Finances. Le Trésor américain paye la plus grosse partie. Et avec les 7 pays les plus riches, le Fonds monétaire international amène 18 milliards de dollars. Une aide sous condition. Le Mexique doit s'attaquer à ses déficits et rembourser sa dette, désormais gigantesque. Les marchés se frottent les mains, ils seront remboursés grâce à l'argent public américain et au Fonds monétaire international. Va-t-on tirer les leçons de cette crise? Nous nous sommes rendus compte avec la crise du Mexique que là où autrefois, il y a encore 10 ans, le Fonds monétaire pouvait régler un problème gravissime en y mettant 2 ou 3 milliards de dollars, maintenant c'est 18 milliards qu'il faut trouver en 24 heures. Et la prochaine crise est peut-être pour demain. Je ne le cache pas, je suis inquiet. La crise mexicaine, dont Michel Candesu a dit que c'était la première crise du XXIe siècle, la crise mexicaine, c'est un sérieux avertissement. Il est clair que la combinaison de la globalisation financière dont nous avons parlé tout à l'heure et de l'absence d'un véritable système monétaire international, que cette combinaison multiplie les risques de pareilles crises dans d'autres pays. Et si on a pu contenir la crise mexicaine grâce à une intervention rapide et massive du Fonds monétaire international, il n'en demeure pas moins que la population mexicaine a terriblement souffert de cette crise. Elle a vu son pouvoir d'achat diminuer brutalement